Bonjour, je suis le docteur Yann Pollack et je suis très heureux de vous retrouver dans cette seconde vidéo dans laquelle nous allons continuer à analyser les causes et les mécanismes des douleurs de la hanche. À partir de cette compréhension, nous pourrons envisager un traitement simple et efficace, sans médicaments ni chirurgie. Dans la première partie de cet exposé, nous avons expliqué que le muscle iliopsoas est un muscle tonique qui ne crée donc pas de mouvement mais maintient des positions et des postures. Et nous avons expliqué que justement parce que c'est un muscle tonique, il est très souvent contracturé et donc une des principales causes des douleurs de la hanche. Les autres causes étant les muscles que nous allons voir dans cette vidéo. Mais d'abord, si ce n'est pas le muscle iliopsoas qui crée la flexion de la hanche, quel est donc le muscle qui remplit cette fonction capitale puisqu'elle est indispensable à nos déplacements? Il faut pour cela un ou plusieurs gros muscles, car, comme nous l'avons dit, chaque membre inférieur pèse presque le quart du poids du corps. Ce n'est pas le muscle droit fémoral du quadriceps, car, comme on le voit ici, ce muscle s'insère à cheval sur la hanche elle-même, y compris sur le grand trochanter du fémur. Il n'a donc aucun bras de levier et aucun moyen de fléchir la hanche. Le mouvement de flexion de la hanche est fait par les muscles adducteurs, qui ont d'ailleurs été bien mal nommés, car l'adduction n'est qu'une faible composante de l'effet de leur contraction, avec les deux autres actions qui sont la rotation externe de la hanche et surtout la flexion de celle-ci. Lors de la marche ou de la course, la contraction simultanée du petit fessier, muscle tonique qui maintient une abduction et une rotation interne de la hanche, va annuler les composantes d'adduction et de rotation externe des adducteurs, et il ne reste ainsi que la composante utile, à savoir la flexion de la hanche. La contraction séquentielle du grand adducteur, puis du long adducteur, puis du court adducteur, anciennement grand, moyen et petits adducteurs, aboutit à une flexion de la hanche d'au moins 60 degrés, largement suffisante pour la marche et la course. D'ailleurs, si le muscle iliopsoas provoquait la flexion de la hanche, à quoi pourraient bien servir les gros muscles que sont les adducteurs? Ils ne seraient certainement pas aussi volumineux et puissants, juste pour créer occasionnellement une petite adduction. Notons au passage qu'au-delà de 60 degrés de flexion de la hanche, l'iliopsoas ne forme plus d'angle au niveau de la branche pubienne. Il peut alors augmenter la flexion de la hanche, mais de façon plus lente et en force, comme quand on doit escalader quelque chose. Si les trois muscles adducteurs que nous venons de citer sont dynamiques, donc jamais cause de douleur articulaire, il y a un petit muscle qui a les mêmes composantes de flexion, adduction et rotation externe de la hanche, mais qui est tonique. C'est le muscle pectiné. Sa fonction est d'affiner celle du muscle iliopsoas pour maintenir la flexion de la hanche créée par les adducteurs dynamiques. Sa contracture est fréquente et provoque alors des douleurs de la hanche ressenties au milieu du pli de l'aine. Douleur curieusement souvent étiquetée pubalgie, alors qu'on est bien loin de la symphyse pubienne. Comme le muscle iliopsoas, ce muscle est simple à traiter en myothérapie. Troisième muscle potentiellement en cause pour les douleurs de la hanche, le muscle grand fessier. En fait, il s'agit de deux muscles toniques bien distincts, aussi bien de par l'anatomie que de par leur action. Nous considérerons donc d'une part la partie supérieure et superficielle qui est d'orientation transversale. Ces insertions sont en effet la partie postérieure de l'aile iliaque d'une part et d'autre part la tubérosité tibiale par l'intermédiaire du fascia lata qui lui sert de tendon qu'il partage avec le muscle tenseur du fascia lata. Ensemble, ils forment le deltoïde fessier qui maintient l'horizontalité du bassin en le fixant au tibia quand l'autre pied n'est pas porteur. Ils ne créent donc pas un mouvement, mais ils maintiennent une position. Ce sont des muscles toniques susceptibles d'être contracturés. Et il y a d'autre part la partie inférieure et profonde du muscle grand fessier qui, elle, est d'orientation sagittale, ces insertions étant d'une part la partie postéro-inférieure de l'aile iliaque et du sacrum, ainsi que la partie postérieure du coccyx, et d'autre part la partie postéro-supérieure du fémur. Le grand fessier inférieur maintient la rétroversion du bassin.
Il est donc antagoniste du psoas et avec lui permet la stabilité du bassin, donc de tout le corps. Il permet aussi de contrôler la position du bassin et donc du thorax quand on se penche en avant, et il permet de se redresser, deux actions qui demandent une contraction prolongée et en force, ce qui est caractéristique d'un muscle tonique. Quand les douleurs de la hanche sont dues à l'un de ces deux muscles, grand fessier supérieur ou grand fessier inférieur, elles seront ressenties plutôt comme postérieures. Enfin, les douleurs latérales de la hanche sont dues au muscle petit fessier, muscle tonique que nous avons déjà cité pour son rôle capital lors de la marche. Nous avons vu qu'il annule les composantes de rotation externe et d'adduction indésirables des muscles adducteurs lors de la marche ou de la course. Sa contracture provoque une douleur latérale de la hanche, souvent étiquetée à tort tendinite du moyen fessier. Car le muscle moyen fessier étant dynamique, il ne peut pas être contracturé et il ne peut pas être source de douleur, tendinite ou autre. Contrairement au petit fessier, dont le tendon et l'insertion fémorale sont très proches du moyen fessier, d'où la confusion. Pour conclure, des contractures des muscles iliopsoas, pectiné, grand fessier supérieur ou inférieur et ou du petit fessier sont toujours retrouvées en cas de douleur de la hanche. Fort de cette compréhension quant à la cause des douleurs et connaissant les muscles potentiellement impliqués, nous allons pouvoir traiter efficacement les douleurs de la hanche. Ceci doit être fait par un myothérapeute compétent, ce qui permet un résultat rapide, en général dès la première séance. Pour les patients, nous avons indiqué sous cette vidéo où trouver un myothérapeute compétent près de chez vous. Comme toujours, on se rappellera que ces contractures de muscles de la hanche compensent toujours des contractures post-traumatiques plus anciennes, des muscles du cou ou des chevilles, qu'il conviendra de traiter également si l'on veut un effet durable. Cette notion pratique et bien concrète n'a jamais été mise en défaut depuis plus de 30 ans que nous l'avons formulée. Au point que un traitement local des muscles que nous avons cités ici n'est même pas toujours nécessaire, si on traite les contractures primaires du cou ou des chevilles qu'ils compensent toujours. À titre d'illustration, nous présentons ici une petite étude qui a été réalisée par 9 médecins, 7 médecins généralistes, un spécialiste en rééducation et un rhumatologue, sur 36 patients souffrant de douleurs de la hanche, traités par myothérapie seule. 70% de ces patients furent guéris, 19% significativement améliorés, et il n'y eut que 11% d'échecs, le tout en 4 séances et demie de moyenne, soit donc en environ un mois. Voilà donc pour l'essentiel. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet, dont les coordonnées sont indiquées sous cette vidéo. Vous pourrez également trouver plusieurs livres sur la myothérapie sur Amazon. Et si vous êtes kinésithérapeute, médecin ou ostéopathe, et que notre façon d'aborder les pathologies de l'appareil locomoteur vous parle, j'espère avoir le plaisir de faire votre connaissance dans mes formations pratiques. Au revoir.